C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'armée mozambicaine qui a repris le contrôle de la ville de Palma. Cette localité dans le nord du pays était tombée entre les mains des djihadistes. Selon les autorités, un nombre important de combattants islamistes ont été tués par les forces de l'ordre. Les détails dans ce journal. Le pavé dans la mare jeté par un juge au Bénin à 6 jours de l'élection présidentielle. Essowe Batamoussi a quitté ses fonctions et fui son pays après avoir dénoncé les pressions du pouvoir sur la justice. Nous l'écouterons dans un instant. Et à la fin de cette édition, nous irons à la rencontre d'opposants djiboutiens réfugiés à Bruxelles. Notre reporter Harold Girard leur a tendu le micro à quelques jours de l'élection présidentielle dans le pays. Reportage à suivre. La ville de Palma est de nouveau sous le contrôle de l'armée mozambicaine. Tombée fin mars entre les mains des djihadistes, la ville se situe à peine 10 km d'un méga projet gazier du groupe français Total. Un enjeu stratégique pour les djihadistes. Les explications de Nicolas Germain. Les autorités mozambicaines étaient pressées de montrer la ville de Palma aux journalistes. Elle était tombée aux mains de djihadistes fin mars. Mais le gouvernement affirme que désormais Palma est sécurisée et que l'armée a tué un grand nombre d'insurgés. Les traces des combats sont nombreuses à travers la ville. Les magasins ont été pillés. A nossa presença aqui é por sabermos que as nossas forças de defesa e segurança entregaram-se à causa da pátria e tudo o que dizem e o que o governo depois traz a público é exatamente isso, de que o trabalho que foi realizado fez com que o inimigo fosse derrubado. Les Nations Unies estiment que plus de 11 000 civils ont fui Palma ces derniers jours. L'armée dit être prête à apporter de l'aide humanitaire aux déplacés. A área sensível que nos faltava fazer a clarificação, fizemos isto esta manhã, está completamente segura. Penso que mesmo nos próximos tempos, se houver alguma ponte aérea para prover a alimentação às populações que estão a regressar, pode ser usada sem nenhum problema, já está segura. L'entreprise française Total a temporairement abandonné son projet gazier d'une valeur de plusieurs milliards d'euros qui est situé dans la région. Certains analystes sont sceptiques et doutent qu'il ne reste plus un seul djihadiste à Palma, comme l'affirme le gouvernement. Des militants liés au groupe État islamique multiplient les attaques dans la province de Cabo Delgado depuis bientôt 4 ans. Les affrontements tribaux au Darfour-Ouest ont fait 40 morts et 58 blessés selon un décompte de l'ONU. Ces violences sont les dernières en date enregistrées dans cette région déstabilisée depuis la signature d'un accord de paix à la fin de l'année dernière et le retrait des soldats de la paix des Nations Unies. Cette attaque qui a visé une prison dans l'état d'Imo, dans le sud-est du Nigeria. Selon les services pénitentiaires, plus de 1800 détenus se sont échappés après l'attaque perpétrée par des hommes armés à bord de pick-up. Un porte-parole de la prison a affirmé que la situation était sous contrôle. On en vient à ce témoignage qui intervient à 6 jours de l'élection présidentielle au Bénin. Un juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a quitté ses fonctions et fui le pays. Essowe Batamoussi dénonce des pressions du pouvoir sur certains dossiers, notamment celui de l'opposante Rekia Madougou. Il affirme qu'elle a été placée en détention provisoire par la Cour sur ordre de la chancellerie. Les autorités béninoises qualifient ces révélations de complot à quelques jours de l'élection présidentielle. Écoutez le juge Essowe Batamoussi. Il était interrogé par Célia Caracena. La Banque centrale, par exemple, nous faisons l'objet de pression de la part de l'exécutif béninois. S'agissant du cas de Rekia Madougou, elle est inculpée de financement de terrorisme. Le dossier est vide, il s'agit d'une histoire rocambolesque, d'une pure imagination du pouvoir exécutif. On nous a instruit de suivre les réquisitions du ministère public, à savoir le placement en détention provisoire de Dame Rekia Madougou. Contre notre gré, tous les dossiers dans lesquels la chancellerie a un intérêt font l'objet de pression. Pour la plupart des cas, cette pression-là vient lorsque on constate qu'il y a des opinions dissidentes. Je ne suis affilié à aucun parti politique. J'aurais pu faire cette déclaration depuis fort longtemps. Il faut dire que ce n'est pas la seule affaire dans laquelle l'exécutif s'est impliqué ardemment. Si j'ai tenu à démissionner, à quitter le pays, c'est parce qu'à un certain moment, j'en avais marre et je n'aime pas les pressions. J'ai besoin de mon indépendance et de ma liberté. Et j'ai besoin d'apprécier les faits et d'être libre dans ma décision.
Voilà, et puis sachez que notre correspondante au Bénin a contacté les autorités béninoises pour recueillir leurs réactions. Le gouvernement répondra ce mardi à ces questions. La double nationalité ou la plurinationalité n'est pas un crime. Déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le projet de loi prévoyant de déchoir des Algériens binationaux de leur nationalité, notamment pour, je cite, des actes préjudiciables aux intérêts de l'État, a été retiré. Ce projet de loi avait suscité une polémique dans le pays, comme nous l'explique notre correspondant à Alger, Monsef Aïd Kassi. Ce projet de loi a suscité des interrogations, voire même un tollé lorsqu'il avait été rendu public. Beaucoup d'Algériens ont dit qu'ils n'avaient pas compris qui il ciblait réellement, particulièrement dans le contexte actuel. Durant le mois de mars, Alger avait lancé des mandats d'arrêt contre des activistes accusés, je cite, de terrorisme. La diaspora, notamment celle qui soutient le mouvement de contestation populaire, le Hirak, avait demandé davantage d'explications car, selon elle, cet amendement vise certains opposants établis à l'étranger. Ce projet de loi, décrit comme opaque par de nombreux Algériens, a finalement été retiré ce dimanche. Abdelmadjid Tebboune a estimé que son interprétation erronée pouvait mener loin. Le chef de l'État a rappelé, je cite, que la double nationalité ou la plurinationalité n'est pas un crime. Elle est au contraire respectée car supposée apporter un plus au pays d'origine du concerné dans un climat empreint de nationalisme. Fin de citation. La question de l'atteinte à la sécurité de l'État sera donc défendue autrement, toujours selon le président. L'élection présidentielle à Djibouti, ça sera ce vendredi. Le pays est dirigé par le même homme depuis 1999, Ismaël Omer Guelleh. Tous les partis d'opposition ont décidé de boycotter. Le seul adversaire du président sortant est un indépendant. L'opposition considère qu'il n'est là que pour donner de la crédibilité au scrutin. Ces dernières années, plusieurs opposants politiques ou activistes ont fui le pays. Harold Girard est allé à leur rencontre à Bruxelles. Reportage. Mouna Omar a fui Djibouti il y a seulement 4 mois. Elle est aujourd'hui réfugiée à Bruxelles. Je suis partie de Djibouti parce qu'il m'était impossible d'y vivre. Je me sentais menacée. Ma maison même était surveillée par les services de renseignement, mais pas été surveillée. Je pourrais me faire empoisonner dans une cafétéria ou même me faire renverser par une voiture. Je ne pouvais plus trouver du travail. Donc je ne pourrais plus avoir une vie tant que ce gouvernement est en place. La jeune femme de 26 ans dénonce depuis 2020 la corruption et le prix de certains services publics comme l'électricité. Cela lui coûtera son poste de fonctionnaire. Aujourd'hui, elle continue d'utiliser les réseaux sociaux pour fustiger Ismaël Omar Guelleh. Le président en place depuis 1999 est candidat à sa réélection pour un 5e mandat. 21 ans de catastrophe, 21 ans de destruction de l'éducation nationale. Saïd Houssen Roblé, lui, est à Bruxelles depuis plus de 4 ans. Ancien député de l'opposition djiboutienne et craignant pour sa vie, il décide également de quitter son pays natal. J'ai été blessé par balle le 21 décembre 2015, en pleine réunion de l'opposition USN. Au moment des faits, Saïd n'a que 25 ans. Il accuse la police d'avoir agi sur ordre de l'État. Le plus jeune député du pays à l'époque décide alors de s'exiler. Aujourd'hui, l'élection présidentielle du 9 avril ne lui inspire rien. Ne comptons plus sur la voix sur les urnes, ni sur les moyens, comment dirais-je, électoraux. Car on sait très bien avec ce régime-là, il a boudé, il a bâillonné l'opposition djiboutienne. L'opposition djiboutienne a de fait choisi de ne pas présenter de candidat face à Ismaël Omar Guelleh. Pour le camp du président, c'est un aveu de faiblesse. L'opposition, je pense, n'a pas du tout de leçons de morale ou politique à donner à qui que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, le simple fait qu'elle avance, qu'elle boycotte, c'est tout simplement une expression de sa part, une certaine forme de faiblesse, parce qu'elle sait pertinemment qu'elle n'arrivera certainement pas à convaincre l'opinion publique nationale. Le seul adversaire du président Guelleh le 9 avril sera donc Zakaria Ismail Farah, un candidat peu connu du grand public. L'opposition affirme de son côté que Zakaria Farah est un candidat fictif, de mèche avec le pouvoir. Le Cameroun est en deuil. Le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, connu pour ses tentatives de médiation entre les sécessionnistes anglophones et le gouvernement, est mort samedi à l'âge de 90 ans. Retour sur son parcours avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko.
Christian Toumé, qui reste à ce jour le seul Camerounais nommé cardinal, est décédé sans avoir réalisé ce qui était devenu une véritable obsession pour lui depuis 1996, à savoir contribuer à mettre fin au conflit qui déchire les régions anglophones du Cameroun, dont il était originaire. Ordonné prêtre en 1966, il sera fait cardinal en 1988 par le pape Jean-Paul II et a notamment présidé la conférence épiscopale du Cameroun entre 1985 et 1991. L'homme était une autorité morale extrêmement respecté ici au Cameroun, connu pour ses prises de position et surtout sa liberté de ton qui a parfois irrité les autorités, mais aussi les sécessionnistes anglophones. Il avait d'ailleurs été enlevé en novembre 2020 par les séparatistes anglophones avant d'être relâché 24 heures plus tard à cause de son état de santé. La nouvelle de sa mort a suscité une vive émotion ici au Cameroun, notamment au sein de l'Église catholique qui, par la voix de l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga, a salué la mémoire d'un homme qui était la fierté de l'Église camerounaise, de l'Église universelle, mais aussi du Cameroun tout entier. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Oui. Jean-Marc, c'est ton estomac à l'appareil. J'en peux plus. T'as trop mangé. Pour digérer, buvez de l'eau minérale. Buvez Saint-Yor, naturellement riche en minéraux et en goût. Avec Saint-Yor, ça va fort. Très fort. Différents groupes de migrants sont arrivés au cours des 3 derniers jours.